per la rubrica Incipit, solo il primo capitolo, solo classici, en français, l'éducation sentimentale, histoire d'un jeune homme, œuvre complète de Gustave Flaubert. Paris, Louis Connard, libraire-éditeur. Lecteur, Gabriele. Première partie, chapitre 1. Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, la ville de Montereux, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne. On s'en heurtait. Les colis montaient entre les deux tambeurs, et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d'une nue blanchâtre, tandis que la cloche, en avant, tentait sans discontinuer. Enfin, le navire partit, et les deux berges, peuplées des magasins, des chantiers et d'usines, filèrent comme des larges rabbins que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas le nom. Puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame, et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle dont elle espérait par lui l'héritage. Il en était revenu la veille seulement. Il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale, en regagnant sa Provence par la route la plus longue. Le tumulte s'apaisait. Tous avaient pris leur place. Quelques-uns debout s'échauffaient autour de la machine, et la cheminée crachait avec un râle lent et rythmique son panache de fumée noire. Des gouttelettes de rosée coulaient sur les cuivres. Les pans tremblaient sous une petite vibration intérieure, et les 2 roues, tournant rapidement, battaient l'eau. La rivière était bordée par des grèves de sable. On rencontrait des trains de bois qui se mettaient à onduler sous les remous des vagues, ou bien dans un bateau sans voile, un homme assis pêchait. Puis les brumes errants se fondirent. Le soleil parut, la colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à peu s'abaissa, et il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée. Des arbres la couronnaient parmi des maisons basses couvertes des toits à l'italienne. Elle avait des jardins en pente qui divisaient de murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes et des vases de géranium, espacés régulièrement sur des terrasses où l'on pouvait s'accouder. Plus d'un en aperçait ses coquettes résidences, si tranquilles, enviait d'en être le propriétaire, pour vivre là jusqu'à la fin de ses jours, avec un bon billard, une chaloupe, une femme ou quelqu'un autre rêve. Le plaisir tout nouveau d'une excursion maritime facilitait les épanchements. Déjà les farceurs commençaient leurs plaisanteries. Beaucoup chantaient, on était gai. Ils se versaient des petites verres. Frédéric pensait à la chambre qu'il occupait là-bas, au plan d'une trame, et des sujets de tableaux et des passions futures.
Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir. Il se déclama de vers mélancolique. Il marchait sur le pont à pas rapides. Il s'avança jusqu'au bout, du côté de la cloche, et dans un cercle passager de matelots, il vit un monsieur qui contait de galanterie à une paysanne. Tout en lui menait la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine. C'était un gaillard d'une quarantaine d'années, à cheveux crépus. Sa taille robuste emplissait une jaquette de velours noir, deux émeraudes brillantes à sa chemise de batiste, et son large pantalon blanc tombait sur d'étranges bottes rouges en cuir de roussi, rehaussées de dessins bleus. La présence de Frédéric ne le dérangea pas. Il se tourna vers lui plusieurs fois, en l'interpellant par des clins d'œil. Ensuite, il offrit des cigares à tout ce qui l'entourait. Mais ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin. Frédéric le suivit. La conversation roula d'abord sur les différentes espèces des tabacs, puis, tout naturellement, sur les femmes. Le monsieur en bottes rouges donna des conseils au jeune homme. Il exposait des théories, narrait des anecdotes, se citait lui-même un exemple, débitant tout cela d'un ton paterne, avec une ingénuité de corruption divertissante. Il était républicain, il avait voyagé, il connaissait l'intérieur des théâtres, des restaurants, des journaux et tous les artistes célèbres, qu'il appelait familièrement par leurs prénoms. Frédéric lui confia bientôt ses projets et les encouragea. Mais il s'interrompit pour observer le tuyau de la cheminée. Puis il marmotta vite un long calcul, afin de savoir combien chaque coupe de piston a tant de fois par minute devait, etc. Et la somme trouvée, il admira beaucoup le paysage. Il se disait heureux d'être échappé aux affaires. Frédéric éprouvait un certain respect pour lui et ne résista pas à l'envie de savoir son nom. L'inconnu répondit tout d'une haleine. Jacques Arnaud, propriétaire de l'art industriel, boulevard Montmartre. Un domestique ayant un galon d'or à la casquette vint lui dire: Si monsieur voulait descendre, mademoiselle pleure. Il disparut. L'art industriel était un établissement hybride, comprenant un journal de peinture et un magasin de tableaux. Frédéric avait vu ce titre-là plusieurs fois à l'étalage du libraire de son pays natal, sur des immenses prospectus, où le nom de Jacques Arnaud s'est développé magistralement. Le soleil dardait d'aplomb, en faisant reluire le gabillot de fer autour de mât, les plaques de bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en deux sillons, qui se déroulaient jusqu'au bord des prairies. À chaque détour de la rivière, on retrouvait la même rideau de peupliers pâles. La campagne était toute vide. Il y avait dans le ciel des petits nuages blancs arrêtés, et la nuit, vaguement répandue, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. À part quelques bourgeois, aux premières, c'étaient des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Comme on avait coutume alors de se vêtir sordidement en voyage, presque tous portaient des vieilles calottes grecques ou des chapeaux d'étang, des maigres habits noirs râpés par le frottement du bureau, ou des rendigotes ouvrant la capsule de leurs boutons pour avoir trop servi au magasin. Ça et là, quelques gilets à châle laissaient voir une chemise de calicot maculée de café. Des épingles de chrysocale piquaient des cravates en lambeaux. Des sous-pieds cousus retenaient des chaussons de lisière. Deux ou trois grédins qui tenaient de bambous à ganses de cuir lançaient des regards obliques
et des pères de famille ouvraient des gros yeux en faisant des questions. Ils causaient debout, ou bien accroupis sur leurs bagages. D'autres dormaient dans des coins, plusieurs mangeaient. Le pont était sali par des écales de noix, de bouts de cigares, de pelures de poire, des détruits de charcuterie apportés dans du papier. 3 ébénistes, en blouse, stationnaient devant la cantine. Un joueur d'harpe aînayant se reposait, accoudé sur son instrument. On entendait par intervalles le bruit de charbon de terre dans le fourneau, un éclat de voix, un rire. Et le capitaine sur la passerelle marchait d'un tambour à l'autre sans s'arrêter. Frédéric, pour rejoindre sa place, poussa la grille de première, dérangea de chaussures avec leur chien. Ce fut comme une apparition. Elle était assise, au milieu du banc, toute seule. Ou du moins il ne distingua personne dans l'embloussement qui lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules. Et quand il se fut plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille, avec du ruban rose qui palpitait au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de porter quelque chose, et son étroit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Puis, il se planta tout près de son ombrelle, posé contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec hébéissement comme une chose extraordinaire. Quel était son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait, et les désirs de la passion physique, même disparaissaient sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Une négresse, coiffée d'un foulard, se présenta en tenant par la main une petite fille, déjà grande. L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Elle la prit sur ses genoux. Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle eût 7 ans bientôt. Sa mère ne l'aimerait plus. On lui pardonnait trop ses caprices. Et Frédéric, se réjouissant d'entendre ces choses, comme il s'y eût fait une découverte, une acquisition. Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être. Elle avait ramené des îles cette négresse avec elle. Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien 2 fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, sans couvrir les pieds, dormit dedans. Mais entraîné par les franges, il glissait peu à peu. Il allait tomber dans l'eau. Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit « Je vous remercie, monsieur. » Leurs yeux se rencontrèrent. « Ma femme, es-tu prête ?» cria le sieur Arnaud, apparaissant dans le capot de l'escalier. Mademoiselle Marthe courut vers lui, et cramponnée à son cou, elle tirait ses moustaches. Le son d'une harpe retirait. Elle voulut voir la musique, et bientôt le joueur d'instruments, amené par la négresse, entra dans les premières. Arnaud le reconnut pour un ancien modèle. Il le tutoya
ce qui surprit les assistants. Enfin, le harpiste rejeta ses longs cheveux derrière ses épaules, entendit les bras et se mit à jouer. C'était un romance oriental, et il était question de poignards, des fleurs et d'étoiles. L'homme néon chantait, cela d'une voix mordante. Les battements de la machine coupaient la mélodie aux fausses mesures. Il pinçait plus fort. Les cordes vibraient, et leur son métallique semblait exhaler des sanglots et comme la plainte d'un amour orgueilleux et vaincu. Des deux côtés de la rivière, des bois s'inclinaient jusqu'au bord de l'eau. Un courant d'air frais passait. Mademoiselle Arnould regardait au loin d'une manière vague. Quand la musique s'arrêta, elle remua les paupières plusieurs fois, comme si elle sortait d'un songe. Per la rubrica Incipit, solo il primo capitolo, solo classici, en français, avete ascoltato L'éducation sentimentale, histoire d'un jeune homme, œuvre complète de Gustave Flaubert.